Donc, de nouveau, bienvenue à tous et bonsoir à ce cours, enfin ce séminaire qui va introduire le chapitre en lien avec les dossiers de santé électronique, qui sera complété par d'autres collègues avec d'autres chapitres. Mais d'introduction, déjà, il est important que nous mettons en place les balises pour vous permettre de comprendre l'essentiel de ce qui concerne le dossier de santé électronique. Et dans ce cours, on va parler du dossier de santé de façon globale. Et de faire le lien avec les aspects numériques qui sont le plus souvent connus comme étant des solutions qui sont apportées aux différentes insuffisances, aux problèmes que nous rencontrons dans la gestion des dossiers de santé. Donc, selon les lieux et dans le temps, on se rendra compte que les choses ont par endroits évolué et on prendra en compte aussi les aspects réglementaires pour se mettre en contexte. De façon plus claire, on va essayer d'aborder la problématique de la définition du dossier de santé de façon globale et on verra qu'il y a différents sous-dossiers qui, à différents endroits, peuvent avoir des ébauches de définition en lien avec leur pratique, en lien avec le secteur d'intérêt. Et on verra aussi la composition d'un dossier de santé, qu'est-ce que ça contient ou qu'est-ce que du moins ça doit contenir principalement. Quels sont donc les objectifs recherchés par un dossier bien tenu? Et qu'en est-il de la qualité de ces dossiers-là? Est-ce que ces dossiers répondent aux normes et comment est-ce qu'on va évaluer la qualité de ces dossiers, qui est quelque chose d'assez intéressant et qui nous interpelle tous? Finalement, le contenu de ce dossier-là, qu'en est-il d'un point de vue d'archivage, d'un point de vue d'accessibilité? Tout attribut qui est à prendre en compte pour pouvoir exploiter le dossier, sans quoi le dossier n'aura pas, en tout cas, l'objectif dévolu. Et finalement, qu'est-ce que la législation prévoit directement ou indirectement l'utilisation ou la tenue du dossier de santé dans les différents établissements. Donc, ce seront là les grands axes sur lesquels on va échanger pour pouvoir, encore une fois, baliser le terrain pour les autres enseignements de ce séminaire. Alors, problématique de définition, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes pour définir les concepts, mais ça veut dire que souvent, il y a des définitions qui s'entrecoupent. Il y en a qui peuvent être assez spécifiques et d'autres sont assez généralistes. Donc, souvent, on peut se demander, mais quelle définition convient à mon travail, à mon exercice, dans mon milieu? C'est là où on parle de problématique de définition, mais non pas qu'il n'y a pas de définition claire par rapport au concept que nous allons voir ici. D'entrée de jeu, on va lire ce que l'Agence nationale de développement de l'évaluation médicale dit de la France, notamment pour la définition du dossier du malade vu comme ça. Eh bien, cette agence trouve que c'est un support de l'ensemble des informations recueillies concernant la prise en charge du patient et dont les composantes, donc composantes qui sont dossier médical, dossier de soins infirmiers, dossier administratif, donc toutes ces composantes intègrent des éléments communs, voire partagés. Donc, dans cette définition-là, nous voyons qu'il est évoqué les différentes composantes que se veut le dossier du malade et comment est-ce que ces dossiers sont finalement utilisés en termes de partage. Donc l'accent est mis sur cela-là, sur cet aspect-là plutôt. On voit bien que le dossier du malade, c'est un ensemble et ce dossier doit être partagé. Donc ça, on retient comme mot-clé dans cette première définition de la NDEM. Par après, on a une définition proposée par le ministère de la Santé française qui va tenter maintenant de préciser un peu, on va dire, le sous-dossier de soins infirmiers, qui lui est compris comme étant un document unique ou individualisé qui regroupe l'ensemble des informations concernant la personne soignée. Ces dossiers donc prend en compte l'aspect préventif, l'aspect curatif, l'aspect éducationnel et relationnel du soin. Il comporte notamment les projets de soins qui devraient être établis par la personne soignée et il contient finalement des informations spécifiques à la pratique infirmière. Donc là, on voit bien quels sont les acteurs qui interviennent et quels sont les types d'informations qui doivent contenir le dossier de soins infirmiers. Et une dernière définition qui me paraît une définition assez complète. J'apprécie bien celle-là. C'est la définition proposée par Roger France, qui est un éminent professeur qui a travaillé vraiment sur la qualité des dossiers en France et il est l'auteur de différents ouvrages. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au dossier médical? Lui, il dit que le dossier médical est une mémoire
écrites des informations cliniques, biologiques, diagnostiques et thérapeutiques des malades, à la fois individuelles et collectives, constamment mis à jour. Alors, pourquoi est-ce que j'aime cette définition? Je le disais tantôt parce qu'elle est assez complète à mon goût. Le dossier médical est déjà considéré comme étant une mémoire écrite. C'est ça, on est d'accord là-dessus. On écrit ou on tient un dossier pour pouvoir se rappeler de ce qui a été compris, de ce qui a été réalisé, de ce qui a été demandé dans le cadre de la prise en charge des malades. Donc, c'est une mémoire. Du moment où on ne peut pas garder toutes les informations par cœur, eh bien, il faudrait bien qu'on utilise un support qui nous permettra de nous rappeler, en tout cas, de l'essentiel de ce qui a été dit, compris ou demandé sur l'état de santé des malades. Cette information, elle peut être clinique. Donc, d'un point de vue clinique, de différents temps de la clinique, etc., ces informations sont consignées. D'un point de vue biologique, donc en tout ce qui concerne, par exemple, une exploration des analyses de laboratoire, sont consignés dedans, mais aussi d'un point de vue thérapeutique. Tous les traitements que le patient aurait subi ou qui auraient été édictés sont aussi consignés. Il y a autant de choses dans la pratique qui sont chaque fois demandées. D'ailleurs, dans les interrogatoires, on se rend bien compte qu'on veut savoir est-ce que le malade est sous un traitement quelconque? Est-ce que vous prenez déjà un médicament? Est-ce que vous suivez déjà un traitement, oui ou non? Si oui, on essaie de savoir quelle molécule. Ça a un intérêt pour le praticien. Est-ce qu'il y a déjà des analyses laboratoires? Vous avez déjà fait des examens quelque part? Oui ou non? Ça a un intérêt. Donc, tous ces détails-là, toutes ces informations-là vont aider en termes de mémoire pour permettre ou faciliter la prise en charge du malade. Et le dernier concept de la définition proposée par Roger France, c'est qu'il y a la mise à jour du dossier, c'est que le dossier de santé, il évolue. Le dossier médical évolue dans le temps. Et on sait bien qu'un patient initialement vu, si c'est une maladie chronique, par exemple, on s'attend à ce qu'il y a vraiment énormément d'informations qui seront enregistrées au fur et à mesure que nous prenons en charge ce patient-là. Donc, mise à jour parce que la santé va s'améliorer positivement ou négativement. Mise à jour parce qu'il y aura d'autres explorations à faire. Mise à jour parce que le patient peut changer d'établissement ou de médecin selon les cas. Si on a besoin, par exemple, d'un avis d'un confrère spécialiste sur un problème qui sera découvert par la suite de la prise en charge. Donc, il y a autant de raisons qui nous permettent de comprendre que le dossier est régulièrement mis à jour. Et c'est pourquoi j'aime bien cette définition, parce que ça prend en compte la vie même du dossier médical en milieu de soins. Donc, après ces notions de définition, comme vous l'avez compris, et on voit bien que le dossier de santé ou le dossier médical, ou le dossier du patient est un tout, ou du moins est un ensemble de composants. On peut parler par exemple du dossier administratif qui, lui, va prendre en compte des informations administratives du patient, sa sortie, son entrée, sa sortie, ses informations nominatives, ses informations, c'est son adresse, etc., sa profession. Donc, toutes ces informations-là sont du moins administratives. Le dossier comptable ou le dossier financier va retracer toute la facturation que le malade a eu à faire dans l'établissement de soins, que ce soit les frais de consultation, les frais d'exploration, les frais des médicaments ou certains consommables médicaux. Tout cela, bien entendu, doit être retracé. Et même à côté, on peut avoir aussi le dossier d'assurance parce que l'assurance va s'intéresser seulement aux actes que lui, il prend en charge à une certaine proportion. Hein. Et effectivement, de se rassurer que, alors, est-ce que ces maladies-là est-ce que le diagnostic est éligible par rapport à la couverture de l'assurance? Donc, l'assurance a aussi certains besoins d'informations qui seront donc collectés ou générés lors de la prise en charge du malade dans l'établissement. Le dossier infirmier, on a déjà vu dans sa définition que ça prend en compte aussi un certain nombre d'informations que l'infirmier ou le personnel infirmier va pouvoir générer ou entretenir lors de la prise en charge. Et le dossier médical, lui, il va recouper beaucoup d'informations, une partie du dossier administratif, une partie du dossier comptable, une partie du dossier d'assurance, une partie du dossier infirmier pour en faire un tout. Parce qu'effectivement, de tout cela, on en a besoin pour faire la prise en charge correcte. Dossier administratif, parce qu'il va falloir qu'on identifie ce malade-là, il va falloir qu'on s'assure que c'est le bon patient. Dossier comptable, nous, dans notre contexte, il faut qu'on s'assure que le patient a déjà payé ses frais de consultation. On vient se rassurer. Assurance, parce qu'on veut savoir si le diagnostic que nous allons conclure est un diagnostic dont la prise en charge est bien assurée par son assureur
ou alors les prescriptions que je vais faire, est-ce que cet assureur-là les prend en charge ou non, entre autres. Le dossier est infirmier, d'autant plus que c'est le médecin qui fait la prescription des soins, quitte à ce que ce soit exécuté par le personnel infirmier. Donc, il va de soi aussi que cela soit aussi entrecoupé dans le dossier médical. Donc, on comprend bien que quand on parle de dossier de malade ou d'un dossier patient, c'est un ensemble de dossiers où différents acteurs vont pouvoir trouver leur information dans le cadre du travail. Mais le dossier médical, lui, il va recouper pas mal de ces sous-ensembles parce que, d'une part, on en a besoin pour faire le travail correctement. Donc, c'est bien déjà de se mettre à l'idée qu'un dossier médical, c'est vraiment un ensemble où il y a différents acteurs qui peuvent intervenir, où il y a différents acteurs qui peuvent avoir accès à certaines informations, pas en tout, mais parcellaire, selon le profil, selon les cas et selon les réglementations. Alors, le dossier médical, c'est vraiment un outil incontournable en milieu de soins, incontournable du moment où le dossier médical peut être compris comme un outil de prise en charge du patient ou un outil de suivi dans les cas spécifiques de maladies chroniques ou même pas. Hein. Ça peut arriver de faire un suivi. C'est vrai que le terme long, moyen ou court va dépendre de la pathologie ou du cas, mais dans tous les cas, ça permet pas de faire un suivi. Dans ce sens-là, c'est aussi un outil de recherche. Hein. On sait bien que les données générées lors de la prise en charge, c'est énormément de données. Et ces données-là, si elles sont bien collectées, elles sont bien structurées, elles sont bien archivées, bien entendu, ces données vont pouvoir permettre de faire de la recherche, qu'il soit clinique ou épidémiologique, pour découvrir de nouveaux savoirs, pour améliorer certaines pratiques, ou alors pour décider de nouveaux protocoles ou en évaluer éventuellement. Donc, dans tous les cas, ça va pouvoir faire la recherche. C'est aussi un outil d'apprentissage et je pense que votre contexte illustre bien cela. Vous êtes en formation et c'est sûr que vous allez devoir utiliser les dossiers médicaux pour pouvoir renforcer ou même faciliter votre apprentissage du moment où on fait la mise à jour des dossiers et c'est sur ces dossiers-là qu'on peut arriver à discuter de tout ce qui concerne la prise en charge. Est-ce que les hypothèses diagnostiques étaient les mieux? Est-ce que le traitement donné par le patient était le bon? Est-ce qu'il faut réviser les pathologies? Est-ce qu'il faut faire de nouvelles explorations? Tout cela peut être discuté sur la base des dossiers. En staff, par exemple, parce que j'imagine que dans certaines configurations, difficilement, on peut tous être au chevet du malade pour discuter lors des visites, mais il peut arriver aussi qu'en staff, on exploite certains dossiers médicaux pour en apprendre. Donc, c'est vraiment un outil d'apprentissage. On a tous passé par là. Le dossier médical est aussi un outil d'évaluation du moment où c'est un outil, pas un outil, mais c'est un support réglementé, un support qui est structuré de façon consensuelle. Et donc, on peut se permettre de l'évaluer pour voir quant à son contenu. Est-ce que les informations qui doivent figurer dans un dossier médical y figurent? Est-ce que ce dossier médical est tenu? Est-ce que ce dossier médical répond à certains critères? Si, par exemple, je fais le lien avec l'informatisation, est-ce que c'est un dossier apte à être informatisé? Donc, ça veut dire que est-ce qu'il y a une certaine façon d'organiser les informations déjà? Ça, c'est bon à savoir en ce qui concerne notre matière. Et puis après, on peut se permettre aussi d'évaluer différentes choses, hein. Non pas seulement le dossier en tant que tel, mais ça permet aussi d'évaluer même la qualité des soins. Est-ce que le diagnostic retenu dans le dossier et les traitements consignés sont en adéquation? Est-ce que les hypothèses énumérées dans le dossier sont en adéquation avec les explorations demandées pour pouvoir éliminer ou en retenir une de ces hypothèses-là? Donc, il y a autant de façons de pouvoir faire une évaluation, non pas seulement sur le dossier médical en soi, mais aussi sur la qualité des soins qu'on donne aux patients. Le dossier médical est aussi un document médico-légal. On va dire, ça peut être comme le bouclier du médecin. Du moment où si ça répond aux normes et que tout est bien fait, bien tenu, c'est quelque chose qui peut nous aider à se défendre si jamais il y a un souci en lien avec un patient et qu'on soit amené à regarder le dossier médical quant à sa complétude, quant à sa bonne tenue, quant à la qualité des données qui doivent y figurer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut aider le médecin ou le nuire. Admettons qu'il y a eu un cas de décès
et qu'à l'issue de cela, il y a eu on fait un audit et il y a des investigations. Je pense qu'une des premières choses législatives qu'on va essayer d'explorer, c'est de regarder déjà si ce malade a un dossier en son nom. Alors, on va imaginer que si c'est non, s'il n'y a pas de dossier, là déjà on est en faute vu que les lois prévoient que chaque malade pris en charge doit avoir un dossier médical. Électronique ou pas, et là je ne parle même pas d'électronique, là je ne parle pas de numérique. Déjà sur le support papier, il se doit. Donc, si le dossier existe, c'est tant mieux. On va donc se pencher sur la qualité de ce dossier-là. Est-ce que tout ce que le dossier doit contenir comme règle y figure? Est-ce que les informations sont complètes? Est-ce que les gestes que vous avez posés sont consignés dedans ou pas? Etc. Parce que ce n'est pas le dire qui va finalement compter, mais c'est sur les faits. Et les faits doivent être consignés. Donc, c'est un outil quand même qui est finalement incontournable en pratique médicale. C'est pour laquelle on doit améliorer notre relation avec le dossier, même si nous savons que dans la pratique, il y a des insuffisances que nous constatons par endroit et que certaines de ces insuffisances ne sont pas de notre responsabilité entre guillemets, parce que la responsabilité, elle semble partagée entre l'établissement, les praticiens, et in fine le patient lui-même. Mais nous, dans notre contexte, très souvent, le patient n'a pas connaissance de ses droits vis-à-vis de son dossier parce qu'effectivement, on a une population qui n'est pas suffisamment informée de ce point de vue-là, à mon avis. Mais dans tous les cas, vous, en tant que praticien, vous, en tant que spécialiste, vous devez de connaître ces choses et vous devez de mettre les champs de votre côté afin d'être dans les règles dans le meilleur des cas. Est-ce que le dossier de santé a des objectifs? Bien entendu, oui, parce que tous les avantages que nous venons de dire, s'il n'y a pas d'objectif, je vois difficilement comment est-ce qu'on peut y arriver. Et oui, un dossier, on suppose que le dossier est unique. On ne doit pas avoir 1 million de dossiers pour un patient. Un dossier égale à un patient, égale donc à un identifiant d'un point de vue informatique. Donc, une façon d'identifier de façon unique et sûre le patient. Ça rappelle un peu les 10 bons points. Peut-être que vous vous en rappelez encore. Je ne sais pas, on devrait faire ça en tout cas dans les premiers cycles d'études médicales, du genre le bon patient, le bon médicament, le bon dosage, la bonne voie d'administration, etc. Donc, ça rejoint un peu ça, donc le bon patient, le bon dossier. Le premier objectif, c'est que le dossier doit nous permettre d'améliorer la prise en charge globale du patient. Et qui parle d'amélioration de la prise en charge, on sait très bien qu'il y a différentes choses qui interviennent. Une prise en charge améliorée, ça sous-entend qu'on réussit à identifier ce patient, ça sous-entend qu'on comprend le problème du patient, ça sous-entend qu'on peut solliciter un confrère sur ce cas-là, ça sous-entend qu'on demande les bons examens complémentaires, ça sous-entend qu'on donne le bon traitement pour la bonne durée, le bon suivi, entre autres. Donc, ça implique énormément de choses quand on parle de prise en charge. Le dossier se veut aussi permettre de faciliter la recherche des professionnels de santé. On a vu que ça permet de faire la recherche. Donc, pour faciliter cela, on sait très bien qu'il faut qu'on ait des données. Et ces données-là, si ce n'est pas structuré, eh bien, on a un problème. Je suis sûr déjà que parmi vous, il y en a qui ont été confrontés à des problèmes de données lorsque vous faisiez votre thèse ou alors votre mémoire ou une étude n'importe laquelle, que vous êtes amené à exploiter les dossiers et que parmi les dossiers que vous avez retenus, il y en a eu qui n'étaient pas exploitables. Et ça a constitué donc des données manquantes que vous ne pouvez donc pas exploiter, qui vont donc diminuer la puissance de vos analyses. Je pense que chacun d'entre nous a fait cette expérience pas très intéressante, mais c'est de la réalité en fait, c'est la réalité. Parce qu'on verra après qu'il y a différents éléments qui peuvent nous amener à ne pas pouvoir obtenir la bonne donnée, d'autant plus que ces données-là, on les exploite après. Ça veut dire que c'est déjà fait, on se prend sur le dossier il y a 5 ans, il y a 10 ans, eh bien, les chances d'avoir ces données-là est faible. Et quand on a ces données-là, la qualité de la tenue, elle est encore faible. Quand on a quelques données, leur exploitation quant à leur compréhension et tout cela, ça reste aussi discutable. Donc, on a autant de défis qui fait que la recherche dans le domaine de la santé est assez faible parce qu'on n'a pas des données collectées continuellement, accessibles, structurées, disponibles. Et chaque fois qu'on fait une étude, on est obligé de collecter ou de récollecter des fois les mêmes informations. Et ça, on sait que c'est lourd en termes de temps, en termes de budget, et ça décourage énormément la recherche. Et on sait bien que si on ne fait pas de recherche scientifiquement, on ne tient pas la route.
on ne découvre pas de nouvelles connaissances. Donc, on est obligé de consommer les recherches faites d'ailleurs. Un autre objectif, c'est de permettre d'utiliser au mieux les données recueillies. Donc, ça, je l'ai commenté tantôt quand je fais le lien avec les insuffisances qu'on a avec les dossiers. De disposer d'une trace de traitement effectué et de leur cause. Bien sûr, quand dans un dossier, on veut savoir, oui, quels sont les traitements qui ont eu lieu. Oui, mais pourquoi on a fait ce traitement-là? Donc, on se base sur les diagnostics, donc les raisons qui ont motivé ce traitement. Donc, on doit pouvoir avoir cette traçabilité-là. La bonne tenue du dossier, ça va du respect de sa structure à la qualité de la graphie, à la qualité de la conservation, à la qualité de son archivage à terme. Donc, tout cela fait partie de la tenue du dossier. Un dossier chiffonné sur lequel on a des traces de verre de thé ou alors des mouches qui sont des traces de mouches écrasées sur le papier. Vous imaginez bien, hein, je sais que vous avez autant d'exemples que je ne l'ai sur ce point de vue-là. Si ça trouve, c'est vraiment masquer une partie de l'écriture et donc qui sera donc difficile pour vous de comprendre. Au pire des cas, vous allez imaginer ou deviner ce qu'il en est. Et quand on parle de deviner, c'est qu'il y a des chances de se tromper. Un autre objectif, c'est de retrouver rapidement, sans risque d'erreur, le dossier du patient en question. Cela sous-entend que le dossier, il est bien stocké et il respecte les normes d'archivage afin qu'on puisse retrouver facilement un dossier qui peut être classé, par exemple, par service, classé par année, classé peut-être par unité ou classé par ordre alphabétique de nom ou classé par numéro d'ordre de dossier, etc. Donc, il y a différents critères qui peuvent nous amener à pouvoir retrouver facilement ces dossiers. Et c'est là tout l'enjeu. Il faudrait que la structure donc, détentrice des dossiers soit assez organisée, dispose de moyens adéquats afin de permettre l'accès rapide des dossiers sans risque de se tromper. Et le dernier objectif, c'est de pouvoir favoriser la transmission des informations entre les professionnels de santé. Donc, vous êtes médecin de famille et dans un même établissement, je suppose, vous voulez solliciter un confrère, donc c'est très bien à un moment donné, vous êtes amené de transmettre le dossier à ce confrère pour qu'il puisse comprendre ce qui a déjà été fait et de l'aider à donner son avis sur le cas pour lequel vous le sollicitez. Mais quand on envoie un malade sans commentaire, c'est-à-dire sans antécédent, sans dossier, bien sûr, ce confrère va prendre plus de temps pour comprendre les problèmes. Et d'autant plus que, se basant sur les antécédents, ça permet nettement d'avoir un avis mieux détaillé, mieux précis que si le patient doit tout rappeler. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est vraiment les bases. Après les objectifs, qu'en est-il du contenu du dossier de santé? Alors, le dossier de santé peut avoir beaucoup de contenu, mais globalement, il y a un certain nombre d'informations ou d'éléments qui doivent se retrouver dans le dossier. Et je divise cela en deux grandes parties. La première partie, là, ça va concerner les données structurées que nous allons collecter lors de la visite, par exemple, du patient ou lors de son passage au service des accueils, au service des urgences ou lors de son admission, si jamais on décide de l'hospitaliser ou durant son séjour. Donc, il y a ces informations qui doivent figurer. Ça peut être, il y en a plusieurs ici, mais je vais peut-être parler de ce qui me paraît intéressant. Par exemple, les motifs d'hospitalisation. Quand on décide d'hospitaliser un patient, il faut bien entendu que dans le dossier, on ait le motif d'hospitalisation. Et si c'est une consultation en ambulatoire, on veut avoir le motif de la consultation. On veut aussi avoir les antécédents et les facteurs de risque de ce patient-là parce que c'est important, c'est bon pour la suite des choses. Une autre information intéressante, c'est par exemple, on va dire, qu'est-ce que je vais donc choisir? Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation, son état clinique, son évolution, les hospitalisations qu'on a tous les jours, les soins déjà reçus, les examens complémentaires demandés, que ce soit biologie, que ce soit les examens d'imagerie, entre autres. Et il y a aussi un élément qui est bon à savoir, c'est notamment le consentement écrit du patient pour des situations où le consentement peut être requis par la voie légale ou réglementaire, parce qu'on sait bien qu'on peut être amené à obtenir le consentement par un tiers si le patient n'a pas de la faculté de décider, parce que le patient n'a pas toute sa conscience ou n'a pas l'âge requis pour donner un consentement. Et bien à ce moment-là,
on peut être amené d'obtenir ce consentement-là avec un tiers. Ça peut être les parents ou les personnes ayant droit de pouvoir décider en ce qui concerne l'état du patient. Et le consentement aussi dans le dossier, dans la partie médicale, c'était un aspect du moins je pense, peu demandé ou peu clair. Parce qu'un consentement éclairé ne suffit pas de dire est-ce que vous êtes d'accord, mais avant d'être d'accord, il faudrait que le patient ait connaissance du pourquoi de l'acte, de comment est-ce que l'acte va être posé et des conséquences relatives à l'acte. Et tout cela, il doit nettement le comprendre dans sa langue éventuellement parce que tous les patients ne parlent pas français. Et heureusement, enfin, tous les praticiens, les médecins aussi ne parlent pas les langues locales. Si on est, par exemple, Peul et qu'on exerce dans un environnement où on ne parle pas le Peul, ou que le patient en face de vous ne comprend pas le Peul, ne comprend pas le français, alors difficilement on peut être amené à communiquer. D'où l'intérêt d'avoir des interprètes souvent, parce que c'est un élément important. D'ailleurs, peut-être que pour ceux-là qui ont des tendances gynéco, il peut arriver que lors d'une intervention chirurgicale chez une dame, on peut être amené à décider pendant l'intervention de faire une hystérectomie. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut appeler quelqu'un. La patiente, elle est déjà endormie. Hein. Il faut peut-être informer, que quelqu'un informe son époux ou en tout cas la personne habilitée à pouvoir décider à sa place parce que le geste s'impose. Donc, voyez-vous jusqu'à quel point c'est complexe ou c'est important d'avoir certains éléments dans le dossier et ces informations doivent ressortir dans le dossier, effectivement. Un autre élément important, ça pourrait peut-être être, pour moi, on va dire, le dossier des soins infirmiers. Le dossier des soins infirmiers, parce que c'est un dossier peut-être… chez nous, c'est plutôt les feuilles de soins qu'on voit fréquemment, les feuilles de soins, qui donc retracent si le traitement a été administré avec tous les détails, la date, les moments, les quantités, la voie d'administration, etc. Donc, il y a beaucoup de détails qui doivent être conseillés dans le dossier. Le deuxième volet, des informations formalisées qui doivent être renseignées à la fin du séjour d'hospitalisation peuvent être, par exemple, le compte rendu d'hospitalisation ou une lettre rédigée à la sortie. On peut être amené à rédiger une lettre de sortie si, par exemple, on doit référer peut-être le patient à un autre établissement de sa localité qui peut continuer la prise en charge en ambulatoire. Il faudrait rédiger. Ou alors, d'un point de vue légal, si ce patient a besoin dans son dossier administratif chez son employeur, par exemple, d'avoir une notification de sa sortie d'hospitalisation, auquel cas on peut être amené à faire cela. Il y a aussi des prescriptions de sortie et les deux doivent être dans le dossier aussi. Les ordonnances doivent être dans le dossier pour pouvoir savoir si le malade revient, voilà, il est sorti ou elle est sortie avec cette prescription. Et les modalités de sortie aussi doivent être précisées. Est-ce que le malade rentre chez lui? Est-ce que le malade va retourner dans la structure qu'il a envoyée, etc. Est-ce qu'il y a une fiche de liaison dans ce cas, une fiche de liaison infirmière, par exemple, qui doit l'accompagner? Et il peut y avoir d'autres détails aussi à la sortie. Ceux qui sont cités là ne sont pas du tout exhaustifs. On peut avoir différents éléments qui doivent figurer dans le dossier à la fin d'un séjour d'hospitalisation. Alors, un autre élément, toujours dans le contenu du dossier, on sait que ce contenu de dossier, tel que nous connaissons le dossier papier, on a des problèmes d'archivage en lien avec l'espace de stockage qu'on a dans nos CSCOM, dans nos centres de santé de référence. Je ne pense pas que dans le plan de construction, il y a une salle d'archivage. Et les salles utilisées pour ce stockage-là sont généralement des salles partagées. C'est-à-dire que c'est le bureau de quelqu'un, mais à côté, on peut arranger 2-3 étagères ou plus pour stocker les dossiers. Si cela peut être, par exemple, dans différents services, chaque service peut avoir en charge de stocker ses dossiers. Mais dans tous les cas, l'espace est assez limité parce que l'établissement de santé va tourner pendant de longues années. Et si on respecte les règles, c'est-à-dire qu'un patient a un dossier, cela va sans dire qu'à un moment donné, on va se trouver avec beaucoup de papiers. Et ces papiers doivent vraiment, légalement, doivent être stockés, doivent respecter des normes d'archivage. Il faut même qu'il y ait souvent un archiviste ou un documentaliste qui doit s'en occuper. Et si dans un hôpital, on n'a qu'une ou deux personnes qui sont spécialistes dans l'archivage ou dans la gestion de documents, vous voyez bien que ce n'est pas suffisant pour, en tout cas, gérer correctement tous les dossiers. Donc, on a ce grand problème-là avec le dossier papier tel que
nous le connaissons. Cela s'ajoute au problème d'accès au dossier. Par exemple, le malade, il revient pour son rendez-vous. Il doit normalement venir chez le médecin avec son dossier. Non pas que c'est le malade qui va aller chercher son dossier, mais le service ou le secrétariat du service ou le documentaliste, en tout cas selon l'organisation, doit retrouver le dossier pour le mettre sur la table du médecin pendant sa visite, pendant la visite du patient. Mais ce n'est pas le médecin, c'est pas au médecin, en tout cas, je pense, dans les structures publiques, d'aller chercher le dossier si le dossier n'est pas dans son bureau. Mais si c'est le médecin qui garde le dossier, eh bien, il a donc la responsabilité de trouver ce dossier-là. Et aujourd'hui, le dossier qu'on a, c'est le registre qui est sur la table. Ça veut dire que le malade, il est venu il y a un mois, il faut bien fouiller, aller un mois plus tard, retrouver ce patient-là pour voir ce que vous avez écrit sur lui. C'était quoi le diagnostic? C'était quoi le traitement? C'était quoi le motif de consultation? Voilà, sans parler des informations administratives. Donc, vous comprenez que je ne sais pas si vous le faites ou pas. Je vais vous donner la parole après. Quels sont les résidents d'entre vous qui se replongent dans le registre pour voir les traces des informations enregistrées pour le patient pour continuer sa prise en charge. Donc, ce problème d'accessibilité est une limite nettement avec le système papier. C'est pourquoi, enfin, il y a un autre problème d'ailleurs, hein, il y a un problème de lisibilité après. On peut écrire mal. Donc, on devient difficilement compréhensible par les confrères. On peut aussi écrire bien, lisible. Il y a des médecins vraiment qui écrivent très bien. J'en ai connu, des fois, si je lis les ordonnances, je suis très, très content parce que moi, j'écris mal personnellement. Voilà. Et quand on écrit bien sur un dossier, on n'est pas le seul à mettre à jour le dossier tout le temps. Ça peut arriver. Et là, ça veut dire que cette bonne graphie n'est pas garantie à de long terme. Et admettons aussi que dans tous les cas, le dossier, l'écriture est correcte. Mais les problèmes d'archivage et de stockage peuvent nous amener à ne pas pouvoir exploiter ou comprendre ce qui est écrit. Par exemple, sur le dossier, le dossier sur la table du médecin, on peut verser de l'eau là-dessus, ça peut tomber, on peut marcher là-dessus. Comme on aime bien prendre le thé par moment, le verre de thé, on peut le poser là-dessus par inattention, par exemple, et du coup, il y a une partie de l'information qui devient illisible. Ou dans le temps, une année d'archivage dans des conditions pas correctes, ça veut dire que là où c'est stocké, il y a de l'humidité, les murs sont humides, ou l'armoire en question, il y a des moisissures là-dessus, ou enfin, vous imaginez toutes les conditions inadéquates dans lesquelles on peut se retrouver, où l'écriture va commencer par se déteindre, et donc du coup, on n'arrive plus à lire correctement. Donc, on a un problème de lisibilité. Et dans nos contextes, c'est de la réalité. On vit cela. Tout cela nous amène à penser à la solution numérique qui est vraiment l'enjeu de taille qui va nous permettre d'être à l'abri de cela. On n'aura pas de problème d'archivage parce que le serveur, on a une capacité de stockage énorme, des terras, voire plus des centaines de terras. Et c'est des bits, en fait, un dossier, c'est des bits. En fait, c'est l'unité de mesure de la capacité, en d'autres termes. Je vois rarement un dossier atteindre, je ne sais pas, 10 mégas, quoi. Si j'exclus clichés d'imagerie qui peuvent avoir souvent être un peu de taille, ou vidéo d'exploration. Par exemple, on fait une endoscopie, on enregistre la vidéo, on l'ajoute au dossier. Si j'écarte ces cas de figure, qui est l'écrit, très souvent, ce n'est pas lourd. Et donc, on peut imaginer stocker vraiment des quantités énormes d'informations de façon numérique. Et l'accessibilité est assez facilitée. Il suffit juste de mettre le critère de recherche et d'être dans le dossier du patient. Donc, en quelques clics, on va dire, lisibilité, c'est la même graphie pour tout le monde. Tout le monde sait lire exactement de la même façon. Ça, c'est un atout quand même de l'électronique. C'est écrit de la même façon, tout le monde peut lire de la même façon. Là, c'est pas moi, enfin, je ne serais pas un blocage en termes de lisibilité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout cela est rendu possible grâce à l'électronique. Et c'est pourquoi la santé, le dossier de santé électronique paraît quelque chose de formidable, paraît quelque chose de masse, un devoir, en fait, quelque chose d'important qui s'impose si vraiment on veut bien tenir le dossier médical. Donc, si vraiment on veut bien continuer à faire la pratique médicale comme elle se doit, parce qu'on peut difficilement dissocier la pratique médicale à la tenue du dossier de santé. On verra dans les aspects réglementaires, législatifs, que c'est un élément indispensable pour la pratique. Alors, le dossier médical, sa qualité est évaluée avec une méthode, et cette méthode, c'est l'audit du dossier. C'est quelque chose qui se fait
Et je pense que la structure au Mali qui s'occupe de la question, c'est l'ANH, Agence nationale de l'évaluation des hôpitaux, je crois. Bon, là, je pense qu'eux, ils s'intéressent seulement au niveau des hôpitaux, hein, de troisième référence, mais l'audit peut être fait à différents niveaux, depuis les centres de santé primaires jusqu'au niveau hôpitaux. Hein. Bien sûr, ça doit se faire parce que à chaque fois qu'on doit tenir un dossier, un papier, on doit le faire. Alors, qu'est-ce que l'audit clinique se veut? Donc, en termes de méthode d'évaluation de la qualité du dossier ou du contenu du dossier, ça permet, à l'aide des critères déterminés, donc il faut qu'on parte des critères, de comparer les pratiques de soins à la référence admise en vue de mesurer la qualité de ces pratiques et des résultats des soins avec l'objectif de les améliorer. Donc, l'audit, comme certains le pensent, n'est pas seulement pour juger, pour blâmer, pour critiquer, mais à terme, l'audit doit permettre d'améliorer les pratiques. Et dans sa méthode, elle va comparer la pratique telle que photographiée à l'état, à des références, à des normes. Quand on dit, par exemple, le protocole de prise en charge du paludisme, c'est bien établi. Si on prend un dossier A et qu'on regarde le diagnostic qui est le paludisme, on doit donc s'attendre à ce qu'on respecte le protocole dedans. Est-ce que la molécule de premier choix a été choisie? Est-ce que la posologie est adaptée au patient? Est-ce que la voie d'administration est adaptée à ce que le protocole dit? Est-ce que le résultat escompté, en termes de guérison, par exemple, est ce à quoi on s'attend tel que le protocole le dit? Donc, on compare la pratique actuelle à la référence dans le pays ou à la référence dans la structure donnée. Donc, c'est à l'issue de cela qu'on pourra donc évaluer, donc se prononcer sur la qualité de la clinique, la qualité du dossier et la qualité de l'administration des soins aux patients à terme. Et ce audit va se baser sur des critères d'ordre général et aussi des critères spécifiques. D'ordre général, on veut utiliser comme critère qui va évaluer le guide d'utilisation et la gestion du dossier du patient. Est-ce que dans l'établissement, tout le personnel a ou connaît ou a connu tout ce qu'il doit savoir sur la tenue du dossier du patient? Est-ce que, par exemple, tous vos staffs savent qu'un dossier doit être renseigné comme ci, comme ça, et que, par exemple, on doit écrire de façon correcte dans chaque rubrique, on doit arranger le dossier de cette façon-là, etc., etc. Est-ce que donc, le critère qui va donc permettre l'évaluation du guide est disponible? C'est une première chose. Parce que si dans l'établissement, il n'y a pas de guide, c'est-à-dire personne ne sait comment on tient un dossier médical, eh bien, notre résultat ne sera pas objectif parce que les gens ne savent pas. Mais si les gens savent et qu'ils s'y prêtent mal, là, ça a une interprétation. Mais quand les gens s'y prêtent mal alors même qu'ils ne savent pas, est-ce qu'on peut les en vouloir? Donc, la question, elle se pose. Il y a aussi un critère qui va permettre donc d'évaluer l'informatisation du dossier. Comme je le disais à un moment donné, les critères qui permettent d'informatiser le dossier, ça sous-entend que les données ou les informations sont structurées. Ça veut dire que dans le dossier, à un moment donné, il faut qu'on ait un chapitre, par exemple, sur les constantes. On doit mesurer le poids avec la bonne unité. On doit mesurer la tension artérielle avec la bonne unité. Alors là, vous êtes d'accord, il y a des collègues qui le mesurent en millimètre mercure, mais d'autres le disent comment on appelle ça, en mètre mercure. Donc, du coup, on ne parle pas le même langage. La taille, par exemple, il faut qu'on ait les mêmes unités. Si moi, je le mesure en mètre et que l'autre le mesure en centimètres, on ne parle pas le même langage. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de structuration dans le dossier pour permettre donc l'informatisation? Et après, par rapport aux motifs de consultation, est-ce que c'est motifs de visite ou d'hospitalisation est-ce que c'est assez structuré? Sur quelle nomenclature on se base pour donner les motifs de consultation? Parce que si on doit laisser le champ libre à tout le monde d'écrire ou d'estimer le motif de consultation, eh bien, on va se retrouver avec des milliers d'inventions, alors que les choses sont connues déjà, les choses sont structurées en fait. Il y a des normes là-dessus. C'est pourquoi on a vu les cours sur les normes avant. Donc, les choses sont structurées. Il y a aussi des critères qui permettent d'évaluer les règles d'accès aux informations par un tiers. Est-ce que, par exemple, qui doit accéder à l'information? Est-ce que le médecin a accès? Est-ce que c'est l'infirmier a accès? Est-ce que le comptable a accès à l'information? Est-ce que le président de l'ASACO a accès au dossier? Quelles sont les règles qui sont mises en place qui vont définir qui a accès à une information?
Est-ce que le patient lui-même a accès à cette information? Donc, autant de réglementations qui doivent être mises en place en amont. Il y a aussi des critères qui vont donc évaluer la facilité de l'utilisation du dossier et la satisfaction des utilisateurs qui sont le personnel médical. Est-ce que le dossier tel que conçu est facile d'utilisation? Est-ce que les informations suivent sur la logique de la prise en charge? Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que, par exemple, mon diagnostic, je le mets à la fin de mon exploration ou c'est plutôt avant? Donc, selon les étapes en fonction du continuum de soins, on peut être amené à être à l'aise dans l'utilisation ou pas. Donc, tous ces éléments-là doivent être considérés comme critères pour juger un dossier. Quant aux critères d'ordre spécifique, là, c'est un peu particulier. On va se pencher sur des critères qui vont essayer d'évaluer la tenue globale du dossier. On a déjà évoqué certains cas en termes d'archivage, en termes d'identification. Comment est-ce qu'un dossier est identifié? Est-ce que seulement on va se baser sur le nom et le prénom du patient pour identifier? Est-ce qu'il y a un numéro que nous attribuons? Ce numéro-là, quelles sont les séquences de génération de ce numéro? Est-ce qu'on l'écrit 1, 2, 3, 4, 5? Est-ce que chaque jour, on s'arrête à quel moment? Ces numéros sont constitués par quel élément? Est-ce que c'est des codages entre nom, initial de nom, de prénom avec un chiffre ou ces chiffres-là concernent les dates, etc. Quelles sont les politiques disponibles pour une identification? Quelle est donc la qualité des écrits? J'en ai déjà parlé, je ne vais pas en revenir. Les prescriptions, qu'en est-il? Est-ce que la molécule elle est écrite avec un nom DCI ou plutôt avec une spécialité? Auquel cas, à terme, on peut se rendre compte que certaines spécialités qui sont retirées du marché, donc on peut avoir des difficultés à les reconnaître, quitte à utiliser un dictionnaire de médicaments. Mais si c'est des molécules qui sont écrites avec le nom générique, et bien entendu, il n'y aura pas de problème dans ce cas-là. Je pense que c'est à la portée de beaucoup de personnes de comprendre et de rester vraiment à de long termes compréhensibles. Un autre critère d'ordre spécifique, c'est l'évaluation des informations enregistrées lors de l'entrée. Est-ce qu'à l'accueil, les données collectées sont des données bonnes? Est-ce que c'est des données complètes? Est-ce que c'est des données qui aident? Ou alors, c'est plutôt des données incomplètes, des données de moins bonne qualité, ce qui va compromettre naturellement la continuité des soins ou la qualité du dossier. Un autre critère va permettre d'évaluer les informations médicales recueillies au cours de ces jours d'hospitalisation, que ce soit l'évolution, que ce soit les nouveaux symptômes qui apparaissent, que ce soit les gestes réalisés. Donc, tout cela font partie des critères qui sont assez spécifiques. Et le dernier critère d'ordre spécifique va évaluer les informations enregistrées lors de la sortie. Comme on l'a vu dans les diapositives précédentes, des informations qu'on doit s'attendre lors de l'hospitalisation et des informations qu'on doit s'attendre à la sortie de l'hospitalisation. Donc, la qualité de toutes ces informations sont appréciées pour permettre une bonne évaluation, donc un bon audit du dossier clinique quant à son contenu, quant à sa tenue, pour assurer ou donner une note à la qualité de soins que l'établissement administre. Mais n'oublions pas que le but final, c'est surtout le but d'améliorer les pratiques. Un audit n'est pas fait pour blâmer la majeure partie des cas, mais son rôle, c'est de pouvoir d'améliorer les pratiques. Alors, d'un point de vue législation du dossier, on a dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que la loi dit par rapport au dossier médical, ou du moins, dans notre contexte, quels sont donc les documents législatifs en vigueur qui peuvent donner une approche sur le dossier médical de façon très explicite. Je sais qu'il y a beaucoup de documents qui en parlent de façon implicite, mais de façon très claire, il y a quelques-uns qui sont penchés là-dessus. C'est notamment la loi hospitalière que vous connaissez. Cette loi hospitalière définit différents éléments dans la gestion, dans la prise en charge du malade au niveau des traitements de soins. Et là, moi, j'ai fait l'exercice de repérer les articles qui traitent le dossier médical. Et là, dans son article 31, il est dit que le dossier médical doit être constitué pour chaque malade pris en charge. Ce dossier est classé et conservé par l'établissement pendant une période de 10 ans au moins. Donc, c'est ce que la loi hospitalière dit au Mali. Donc, ceux qui vont penser que oui, ce que nous disons, conservation et tout le bazar, c'est vraiment subjectif et qu'ils n'ont pas le temps, etc. Donc, ce n'est pas une question de manque de temps, de manque de moyens. Bon, ça, c'est des cas particuliers, mais de façon générale, la loi le dit, la loi le précise. Donc, si on ne respecte pas la loi, on est en faute. On est d'accord. Vous pourrez me dire que oui, je n'ai pas les moyens de respecter. Et ça, on le dit à la loi. Mais dire que vous ne devez pas de le faire,
Ça, je pense qu'il y a un problème. Donc là, déjà, dans cet article-là, on a une première difficulté qui consiste à donner un dossier pour un malade. Si jamais on dit chaque patient qui rentre à l'hôpital et qui sort, qui a été vu, qui a été pris en charge, est-ce qu'on retrouve un dossier pour lui? Bon, première question à se poser. Je ne vais pas répondre à la question, mais chacun, dans votre expérience, dans votre pratique, vous pouvez vous prononcer là-dessus. La deuxième question que je me pose, il est dit que ce dossier doit être classé, stocké au moins 10 ans. Ça veut dire que jusqu'à 10 ans, ce dossier doit être accessible. Hein? Ce dossier doit être accessible jusqu'à 10 ans. Il doit être là, avec la qualité, c'est-à-dire exploitable. Est-ce que vous pensez que déjà, pendant cette période définie par la loi, on a la chance d'avoir les dossiers? Si oui, d'accord. Et si oui encore, la question secondaire que je vais poser, ces dossiers sont dans quel état? Dans quel état d'exploitation? C'est la question que je pose. Si on a la réponse à ces questions sont toujours oui à 100%, alors peut-être on n'a pas besoin de se faire aider par l'informatique. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que l'informatique, c'est quelque chose d'assez génial qui répond nettement à ces besoins-là. Vous êtes d'accord? En lien avec tous les commentaires que j'ai faits en amont. Il y a un autre article de la même loi qui dit que le malade doit recevoir sous pli fermé une correspondance faisant le bilan de l'hospitalisation, précisant l'éventuel diagnostic retenu et résumant les prescriptions de sortie qui ont été faites, d'après l'article 4 de la loi hospitalière. Ce qui veut dire que, est-ce que les malades qui sortent d'hospitalisation, qui sont libérés, ils ont tous ces documents-là? Parce qu'on dit qu'ils doivent recevoir. Est-ce qu'ils ont tous une correspondance qui fait le bilan de leur hospitalisation? Parce que, comme je l'ai dit à un moment donné, ce sont des documents qui peuvent être importants pour certains patients dans le cadre de leur travail ou dans le cadre des références, parce que imagine qu'une clinique, par exemple, réfère à un milieu hospitalier ou intermédiaire une hospitalisation parce que lui, il n'a pas le plateau technique adéquat pour ça. Mais si le patient sort, vous devez de leur faire un retour quand même. Est-ce que c'est fait? Là, je ne parle pas du bulletin de sortie seulement, parce que le bulletin de sortie ne répond pas à tout cela, je suppose. Le bulletin dit peut-être le diagnostic, peut-être rappelle le séjour et qu'il est sorti ce jour-là. Mais est-ce que c'est une correspondance qui précise, par exemple, des prescriptions? Là, je ne parle pas comment on appelle, de l'ordonnance. Et s'il y a une ordonnance, l'ordonnance doit être dans le dossier. Il y a une copie de l'ordonnance qui doit être dans le dossier. Donc, c'est des choses qui, à mon avis, doivent être revues dans la pratique médicale. C'est des choses qui sont prévues par la loi, mais qui ne sont pas faites parce que il y a peu d'audits en fait dans le domaine de la santé. Il y a peu d'évaluation sur ces aspects de prise en charge de la qualité des soins. On pense plutôt ressources humaines, oui, on a besoin de X spécialistes, on a besoin par exemple de 20 lits supplémentaires, on a besoin d'un appareil d'échographie, on a besoin d'un appareil de dialyse, on a besoin. Mais généralement, on ne dit pas qu'on a besoin, par exemple, d'améliorer la qualité des soins, on ne dit pas qu'on a besoin d'améliorer la qualité des dossiers, etc. Cela se fait à l'issue d'un audit clinique. Mais les audits cliniques, bon, ça ne court pas les rues, en fait. Dans l'article 3 et 4 de la même loi, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On comprend que tout médecin ayant prescrit l'hospitalisation des malades dans un établissement hospitalier a accès sur sa demande, donc a accès sur la demande du malade aux informations contenues dans le dossier médical du dit malade. Okay. Plus bas, la même loi dit tout malade hospitalisé a le droit d'obtenir par l'intermédiaire d'un médecin de son choix les informations contenues dans son dossier médical. Qu'est-ce que cet article nous donne comme idée? Ça nous parle de l'appartenance du dossier médical. Qui a droit à accéder au dossier médical? Donc, la première partie nous dit que le médecin qui a prescrit l'hospice peut avoir droit, parce que c'est lui il est le médecin de ce patient-là. En fait, c'est lui qui a fait l'admission, donc il a en charge des informations qui seront issues de ce dossier-là. Mais le malade, on voit que le malade, lui aussi, il a le droit d'obtenir des informations par l'intermédiaire du médecin de son choix. Ça veut dire que si je dis que le docteur Terminé est mon médecin traitant, c'est lui qui m'a hospitalisé, et puis après, je veux que le docteur Diarra Diakité accède à mon dossier, eh bien, le docteur Diakité peut avoir accès à mon dossier parce que je le demande en tant que malade. Je l'autorise en tant que malade d'y accéder. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Après, le code de déontologie, parce que quand on parle de dossier médical, on ne peut pas s'empêcher
de parler, par exemple, de confidentialité, de secret médical, entre autres. On ne peut pas s'empêcher de parler. Et la question, souvent en informatique de santé, on pose la question, oui, mais quelles sont les mesures pour protéger la vie privée des patients, etc. etc. Et les réponses que nous donnons sont, je dirais, des réponses génériques à toute donnée privée ou à toute information privée ou à toute information à caractère personnel. Seulement, on va juste l'adapter au cas de la santé de façon spécifique. Mais la meilleure base, la meilleure balise, c'est le code de déontologie qui prévoit que le secret professionnel s'impose à tout médecin, sauf une dérogation prévue par la loi, de garder le secret médical. Et le secret médical, on peut bien se l'imaginer, c'est tout ce que vous aurez entendu, compris, vu dans le cadre de la prise en charge du malade. On n'a pas droit à le dire s'il n'y a pas de dérogation, si ce n'est pas dans le cadre de la prise en charge de ce malade-là. Et je pense que tout personnel de soins à leur niveau doivent respecter ce secret professionnel. C'est la première base, en fait. Donc, si jamais il y a non-respect du secret professionnel, je pense que le code de déontologie peut blâmer. C'est la base. Maintenant, de façon informatique, il y a notamment des règles qu'on peut mettre en place pour limiter les accès. Et quelque part, je dirais que ces règles même sont soutenues contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui dans la pratique. Mon médecin traitant, Dr Tambiné, est en train de me soigner et on est en consultation. Il est en train de renseigner le dossier médical pendant qu'il est en train de m'interroger. Et entre-temps, il y a un de ses confrères qui rentre dans le bureau. Il le parle et ce dernier jette un coup d'œil sur son écrit. Est-ce que le secret professionnel est respecté ou pas? Parce que cette personne aurait compris ce qui a été écrit par le docteur Tambiné. On est d'accord? Donc, la personne a eu accès, mais personne ne sait que la personne a eu accès, la personne l'a vu. Ou alors, je sors de mon bureau, le dossier, il est sur la table, quelqu'un peut rentrer dans mon bureau et lire. Ou alors, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais est-ce que la personne est habilitée à accéder à cette information? Donc, le contrôle dans la divulgation des informations n'est pas facile dans la pratique actuelle. Versus en informatique où Dr Tambiné se connecte sur le dossier médical électronique. Il a son écran devant lui. Je ne dis pas que là, quelqu'un ne peut pas lire aussi. Quelqu'un peut lire aussi, hein, si c'est vrai. Mais si la personne ne peut pas accéder à ces dossiers, si la personne n'est pas habilitée, ça veut dire que pour que moi j'y accède, il faut déjà que, primo, je sois médecin, que je sois personnel pour que je puisse avoir un compte d'accès. Deuxièmement, il faut que j'ai les privilèges de voir un dossier médical, ce qui est tout à fait en lien avec mon rôle. Si je suis un aide-soignant, je n'ai pas les mêmes vues qu'un médecin, par exemple. Si je suis un comptable, je n'ai pas la même vue qu'un médecin. Si je suis un personnel assureur quelconque, je n'ai pas la même vue qu'un médecin. Donc, à chacun son rôle, finalement. Donc, cela va permettre au moins de filtrer l'accès à un certain nombre d'informations. Et mieux, si on y accède, on peut quand même savoir que Dr Diakité a ouvert le dossier de Suleiman à tel moment. Le pourquoi, on ne peut ne pas le savoir, mais on sait qu'il l'a fait. Donc, on pourrait aisément lui demander, ah oui, Dr Diakité, est-ce que vous avez accédé à ce dossier-là quel jour? C'était dans quel but? Voyez-vous? Mais s'il l'a lu de passage, qui peut savoir qu'il l'a lu? Personne ne peut le savoir. On n'a pas un moyen assez soutenu pour savoir ça. Donc, ça peut être un peu d'intérêt ou de dossier médical électronique dans le cadre de la gestion de la confidentialité des données. Mais c'est plutôt un comportement humain qui est mis à l'épreuve dans le cadre de la divulgation ou non des données confidentielles dans la santé. Donc ça, c'est ce que d'un point de vue explicite, la législation malienne propose, mais il y a aussi maintenant des lois qui précisent les données à caractère personnel de façon globale. Ça, c'est dans tous les domaines, pas seulement dans la santé, mais partout au Mali. Ça précise les normes qu'il faut respecter et les sanctions qui sont issues si jamais on ne respecte pas ces clauses-là. Donc, il y a ces aspects. Et il y a aussi des règlements, des règlements dans les établissements de soins qui font en sorte qu'on est vraiment découragé à divulguer des informations comme ça. C'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. Et la loi pénale aussi prévoit de plus en plus des sanctions dans de telles pratiques. Donc, aujourd'hui, la chance qu'on peut se donner,
pour répondre à je vais dire, à différentes clauses prévues par la loi en termes de conservation du dossier, en termes d'accès au dossier et en termes de devoir de la gérer. L'informatisation est une réponse à beaucoup de ces prérogatives législatives. Alors, si je vous demande maintenant le dossier médical, parce que l'autre question qui va se poser, à qui appartient le dossier de santé, à qui appartient le dossier médical, qu'est-ce que vous en dites? Qui a un avis par rapport à ça? Moi, je peux parler. Oui, allez-y, docteur Hassan. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et le dossier médical, on peut dire que le dossier médical, il a un aspect médico-légal. Il appartient et au malade et à la structure sanitaire. Le malade, ça lui permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au sujet de sa santé lors de la prise en charge. Et maintenant, au cas où il y a des problèmes au niveau médico-légal, la structure sanitaire, elle est couverte, n'est-ce pas, par ce dossier médical-là. Il y a des traces. D'accord. Donc, D'accord. c'est ce que je peux dire. Oui, merci beaucoup pour votre réponse, Dr Hassan. Il y a Dr Diakité Koniba aussi qui a dit dans le chat que le dossier médical appartient au malade. Donc, quand vous dites, Dr Diakité Koniba, que le dossier médical appartient au malade, Dr Hassan vient de de nous amener à comprendre que le dossier médical appartient à l'établissement de santé et en même temps au patient. Donc, là, déjà, il y a deux propriétaires du dossier. Et en effet, c'est vraiment, Dr Hassan a pris le problème du bon côté. C'est vraiment ça. Le dossier médical, c'est un dossier, on va dire, qui est copropriétaire. Tant le médecin qui a écrit ou qui a créé ce dossier-là et qui doit le faire parce que la loi le prévoit qu'il le fasse, il est propriétaire de ce dossier parce que c'est lui qui l'a écrit. C'est lui le médecin soignant. Donc, le médecin soignant, il a accès au dossier. Aussi, l'établissement de soins joue un rôle de, de gérance du dossier parce que c'est stocké en son sein, c'est lui qui gère ou qui est l'autorité, qui a le devoir de le conserver, d'assurer sa tenue, d'assurer sa confidentialité et son accès à la traite. Donc, lui aussi, il est copropriétaire. Et bien entendu, le malade aussi est copropriétaire de son dossier. Maintenant, l'interaction entre le malade et ceci qui a certainement influencé l'avis du Dr Koniba, je suppose, c'est le fait que le malade peut donner le droit à un autre médecin qui n'est pas le médecin qui a créé le dossier d'avoir accès à ces informations. Si moi je dis aujourd'hui, je ne veux pas que le médecin X accède à mon dossier, eh bien, c'est mon droit. Ce médecin ne doit pas accéder à mon dossier. Mais par contre, si je demande à ce qu'un médecin tiers accède aussi à mon dossier, eh bien, il doit aussi avoir accès. C'est un peu ça la nuance entre être propriétaire du dossier, qui est une propriété partagée là, entre les trois entités, mais le privilège de qui va avoir accès à cette information ou à ce contenu à un moment donné, cela relève de l'avis du patient s'il peut le donner. Donc, c'est quelque chose qui est aussi important. Très souvent, il y a des débats tout autour, mais je pense que de plus en plus, on est amené à comprendre cette problématique-là en termes d'appartenance du dossier. Alors, le dossier médical électronique, pourquoi? De tout ce que nous venons de dire, le dossier médical électronique est important parce que ça permet de collecter plus correctement les données de santé. Il y a moins d'erreurs dans la saisie, enfin, on va dire en tout cas dans la structuration des données. Si je dis que je mets un champ pour mesurer la taille, je ne vais pas accepter à ce qu'on écrive, par exemple, des caractères alphabétiques dedans. C'est un premier élément qui est bon à savoir. Si je mets des chiffres, ça sera accepté. Et s'il y a des champs où je dois pouvoir sélectionner des valeurs, je les sélectionnerai et je ne me tromperai pas d'écrire quelque chose qui peut peut-être aller à contresens. Un autre intérêt, c'est en termes d'accessibilité. Dieu sait qu'on accède assez rapidement à un dossier électronique que d'aller fouiller, par exemple, dans les salles d'archivage, les dossiers d'il y a une dizaine d'années. On sait bien que c'est un exercice qui n'est pas du tout facile, quoi. On le sait très bien, on ne va pas se mentir. Hein. Aller dans les rayons d'armoire, se trouver avec des centaines de milliers de paperasses, de trouver ces informations-là, ce n'est pas gagné par avance.
J'ai même oublié, j'ai une photo d'un hôpital dans lequel j'ai effectué une mission de leur salle d'archivage. C'est une photo impressionnante parce que si vous voyez la déco, vous serez vraiment impressionné. Et si on demandait de retrouver un papier dans ce bazar, j'avoue que c'est presque peine perdue. Un autre intérêt, c'est la tenue. En fait, quand on parle de la tenue, de tout ce qu'on a vu avec le papier, c'est presque illusoire d'imaginer cela dans le dossier électronique. Parce que ce dossier électronique, à la base, est bien structuré. On ne va pas toucher le dossier avec la main. Donc, c'est bien tenu d'office. La question qu'on va peut-être se poser, est-ce que l'utilisateur a renseigné ce qu'il doit renseigner en termes de complétude? C'est là où la question va se poser en termes de tenue. Mais d'un point de vue physique, la question elle ne se pose pas. On peut partager facilement un dossier électronique avec les confrères que si c'est le dossier papier. Je vois un ophtalmo là, il renseigne le dossier. Donc, en tant que médecin, je suis habilité à voir le traitement que ce dernier a fait ou le diagnostic auquel il est arrivé. Si jamais moi, ça peut m'intéresser en tant que, je sais pas moi, en tant que neurologue pour continuer ma prise en charge, ça peut être intéressant pour moi de le savoir. Dossier médical aussi, pourquoi? Parce que ça répond aux dispositions politiques. De plus en plus, vous avez entendu, le pays, en tout cas l'occurrence du Mali, s'y intéresse par rapport à l'informatisation du secteur de la santé, de par la création déjà de son service depuis 2018 qui doit s'occuper de tout ce qui est digitalisation. Et mieux, on voit que la loi hospitalière 2018 a précisé que les hôpitaux ont obligation à s'informatiser sous réserve de ne pas bénéficier des allocations qui annuellement l'État leur donne. Plus loin, il y a beaucoup de réglementations ou de décisions politiques qui encouragent nettement la digitalisation du secteur de la santé. Donc, de plus en plus, ça devient presque une contrainte pour les établissements de soins de s'informatiser parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Autrement, on ne pourra pas tirer profit de tout ce qu'on a comme quantité d'informations d'une part et tout ce qu'on a comme qualité de soins, on va difficilement pouvoir les évaluer de façon rapide, régulière et on peut donc difficilement aussi voir les gaps afin de les corriger. Et le dossier médical, pour finir sur ce volet-là, est vraiment un outil de communication. L'outil de communication, on voit qu'il y a 3 acteurs d'emblée qui sont copropriétaires, qui communiquent. Et c'est un outil, c'est vraiment le WhatsApp en milieu de soins, du moment où différents acteurs qui interviennent dans la prise en charge, que ce soit pluridisciplinaire ou pluri-acteurs, parce qu'on peut avoir même 2 médecins qui interviennent de même spécialité sur le dossier du malade et donc dans sa prise en charge à différents temps. Et s'ils ne se partagent pas l'information, ils vont difficilement pouvoir être d'une certaine qualité, dans une certaine promptitude. Alors que nous savons que le temps, souvent, est quelque chose d'important en milieu de soins. Le temps peut jouer contre le résultat qu'on peut avoir. Donc, accéder rapidement à l'information est quelque chose de non négligeable. Et si l'électronique nous permet cela, je pense qu'on doit le prendre. Alors, pour aller plus loin dans ce séminaire ou dans cette thématique d'enseignement, le dernier volet que nous aurons à faire ensemble, vous allez dans les prochains cours avoir des notions d'introduction sur la santé numérique, connaître aussi l'essentiel de ce que la santé numérique dit aujourd'hui d'un point de vue réglementaire ou encouragement politique, d'un point de vue pratique d'expérience existante, vous en saurez davantage. De même que une nouvelle notion, bon, moi je ne considère pas comme nouvelle, mais en fait personne ne va considérer déjà comme nouvelle notion l'infodémiologie parce qu'elle a déjà existé, mais avec la pandémie ou les pandémies récentes que nous connaissons, l'infodémiologie devient une notion importante, surtout pour ceux-là qui ont des profils de santé publique, qui est très intéressante à savoir. Et je pense que le Dr Dia se fera l'immense plaisir de vous donner l'essentiel de cette thématique-là. Je ne suis pas sûr que vous ayez déjà eu la chance d'avoir un cours avec le Dr Dia. Il est dans notre équipe et vous ne serez pas déçus de la qualité de sa communication sur cette thématique qu'il maîtrise bien. L'intelligence artificielle, les big data, qu'est-ce que ça... C'est vraiment du numérique futuriste. Vous en saurez davantage aussi lors de ce cours-là qui va vous permettre de vous protéger et de comprendre toutes les choses possibles quand on a une immense quantité de données, c'est qu'on peut en exploiter et ça peut être vraiment très utile
Et de façon pratique, vous allez découvrir un outil qui va gérer le dossier médical de façon claire, qui s'appelle OpenClinic. Donc, vous verrez comment est-ce qu'on va gérer le dossier administratif et financier. Pourquoi ces deux-là? Parce que dans nos traitements de soins, ce sont les premiers aspects qui sont informatisés. Et après, en tant que médecin résident que vous êtes, vous verrez aussi l'essentiel du dossier clinique de façon très, très vivante. Et ça vous permettra de voir comment est-ce qu'un outil, un dossier électronique ou un SIH peut être utilisé dans la pratique médicale. Donc, c'était tout pour moi en termes d'introduction pour ce séminaire-là. J'espère que ça vous a donné les pistes de ce à quoi vous allez vous attendre dans la suite de cet enseignement. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour prendre d'éventuelles questions et commentaires avant de rappeler peut-être 2-3 consignes vous concernant avant la fin du cours. Je vous remercie.